l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Antoine. On doit vous le dire, au moment d'enregistrer, nous ne savons pas si le Canadien va remporter ce match du vendredi soir. Alors, si vous écoutez ça le samedi, ça se peut que vous soyez déprimé, comme ça se peut que vous soyez enthousiaste. On nous souhaite la meilleure des chances. Et voilà, fin de mon éditorial. On va parler voiture maintenant. Oui. Ben... Parce que c'est la job à Jean-Charles de parler de sport, c'est pas la mienne. On va parler de Luce. Oui, Luce. 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 Quand j'ai vu Luce se pointer le bout du nez, je me suis d'abord dit qu'elle avait un bout du nez disgracieux, jusqu'à ce que je vois le reste de sa... De sa silhouette. De sa silhouette, Oui. Pour constater qu'elle était disgracieuse à la grandeur. Ouais. Et je crois que je n'ai pas été seul à constater que Luce était disgracieuse. Ouais, elle ne ressemble pas à une Ferrari. Hein? En fait... fallait préciser que oui, effectivement. C'est pas une Luce, parce que il n'y a rien d'italien dans ce qu'on voit dans cette robe-là. On s'attendait à... En fait, on s'attendait à rien parce qu'on s'attendait pas à ce que Ferrari dévoile une patente de ce genre-là. Mais le fait qu'on arrive avec une nomenclature comme celle-là, le fait qu'on arrive avec une voiture qui a l'air d'une mauvaise blague chinoise et qu'on nous dise que ça va se vendre près du $1 million canadien, c'est ça. Quelque chose à dire de plus, ça? Écoute, on peut parler du véhicule en tant que moi, tel. en fait, j'aimerais dire que je la trouve pas laide, mais je la trouve générique. Je la trouve générique, ce qui est peut-être la pire insulte qu'on puisse faire à une Ferrari. C'est un char qui aurait pu être dessiné par n'importe quel constructeur chinois. En fait, n'importe qui d'autre qu'un designer de chez Apple. Et quand tu regardes le profil, tu dirais une Nissan Leaf. Ben non, mais c'est ça. C'est que c'est... Non, c'est pas laid. C'est pas laid. C'est pas laid, mais tu peux pas mettre une étiquette Ferrari là-dessus. Non, voilà. C'est juste ça le problème. C'est un gros problème. Mais la nouvelle 849 Testarossa, c'est laid, mais c'est outrageusement violent et c'est du Ferrari pur et dur. Là, on est d'accord. Alors que ça peut être, tu peux mettre un logo Hyundai, Chevrolet. BYD, c'est ça, peu importe c'est Xiaomi, n'importe quoi. Vas-y, ça marche. Le design a été sous-traité, faut le mentionner. Johnny Ives, qui est un ancien designer de chez Apple, avait une grosse partie de responsabilité dans le design de la Luce. Et puis, évidemment, pour être capable d'intégrer toute la technologie qu'il voulait intégrer dedans, c'est-à-dire une grosse batterie de 122 kWh, 4 moteurs électriques, 1035 chevaux. Bon, quand on parle de chevaux avec des véhicules électriques, c'est plus vraiment impressionnant, mais c'est les 4 moteurs qui sont intéressants. Pour mettre ça dans un biplace, je ne sais pas si ça aurait un biplace ou c'est une 4 Non, c'est 4. Non, mais pour mettre ça si on avait mis ça dans un format biplace, ça aurait été peut-être complètement différent. C'est la première fois qu'on a un 5 places là, dans une Ferrari. C'est 4 portes qui ouvrent inversées. Quand on regarde la fiche de spécification, c'est très impressionnant, à part l'autonomie qui est à 450 km, mais on s'entend que on n'a pas... non, c'est 450 km selon le cycle de PA, c'est un petit peu plus haut pour le cycle européen. Mais la technologie qu'il y a dedans, juste les amortisseurs avec la composante électrique dedans qui sont adaptatifs entièrement, le fait que les 4 roues directionnelles en arrière, juste les moteurs électriques qu'on a développés. 4 roues directionnelles en arrière, ça c'est quand même exceptionnel. Les 4 roues, mais directionnelles en arrière. C'était la virgule qui était mal placée. OK. Fait que non, c'est ça, on a un véhicule qui est super avancé, qu'on a le meilleur de la technologie de Ferrari en termes qu'on est allé chercher dans l'hybridation, mais aussi dans les moteurs de Formule 1. C'est une stratégie qui est douteuse au niveau du look. C'est peut-être une stratégie juste pour dire qu'on fait ce véhicule-là, on se détache un peu du design parce que ça fonctionnera pas, puis on peut mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Puis on a fait un véhicule électrique, fait qu'on va arrêter de nous écœurer sur le fait qu'on... Puis on va pouvoir continuer à bûcher sur nos V12, nos V8, puis etc., etc. Ça peut être ça, là. Tu sais, il y a toutes sortes de
de possibilités qui peuvent arriver après ce véhicule-là. Et puis, si ça se vend par le miracle du bon Dieu, on a une plateforme électrique qui peut accueillir toutes sortes d'autres véhicules après. Je pense que la discussion se fait pas au niveau de la plateforme et de la technologie parce que, je veux dire, ça va. Mais le problème, c'est que, un, le design est générique. Deux, les prestations sont pas exceptionnelles. Et il y a des berlines chinoises qui sont 600 000 $ de moins, qui font aussi bien, sinon mieux. Mm-hmm. Il est là le problème. Oui, mais il y a un logo Ferrari dessus. Voilà. C'est ça. Tu sais, n'oublions pas que Ferrari a déjà vendu une Mondiale à une époque où une 300 ZX qui coûtait 4 fois moins cher était beaucoup plus performante. Oui. C'est pas comme si c'était d'hier, là, mais de pousser l'audace jusqu'à arriver d'abord avec une électrique, deuxièmement avec une berline, troisièmement avec une voiture qui ressemble pas à une Ferrari. Mm-hmm. Puis en plus de nous dire que ça va coûter 1 million canadien ou à peu près. Ouais, pas loin de 900 000 avant toutes les taxes. Ben, rajoute la taxe de luxe. C'est ça, on y est. On y est. C'est ça. Fait que tu sais, je fais comme bon. Ben, puis ça a été sur toutes les lèvres. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a fait jaser. Tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé. Ça a été le talk of the town en automobile. Ouais. Fait qu'il y a une victoire là pour faire. Ben, puis oublie pas que ça s'est fait la semaine du Grand Prix. Mm-hmm. Tu sais, je pense qu'on peut d'ailleurs bifurquer là-dessus. Le Grand Prix, il y a eu du monde, ça a fonctionné. Malgré le scepticisme, c'est du monde. Là, 360 000 spectateurs. C'est un record. Ah ouais. Puis les gens qui sont maintenant dans les gradins, qui sont dans les garages, qui sont en admission générale, c'est tous des nouveaux. C'est toute des nouvelles clientèles. Avant, tu sais, à cause de la série sur Netflix, Drive to Survive, etc., on a tous des nouveaux tripeux de la Formule 1. Évidemment, ça a été une course qui a été haute en rebondissement. Là, on a eu un peu de pluie, on a eu des stratégies de pneus qui ont changé. Moi, j'ai passé pas mal de temps là, dans les garages à regarder les équipes. Puis, il y en a qui s'en sont sortis beaucoup mieux que d'autres. Hein. Du côté de chez Aston Martin, Cadillac, ça n'a pas bien été. Du côté des vainqueurs, évidemment, là, chez Mercedes, tout ça a bien été. Ouais, Lance Stroll... Ouais, c'est ça. C'est comme... il était en train de défaire les gradins pendant qu'il faisait son dernier tour. Là. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? Puis, tu sais, on a vu la couverture puis les résultats. C'est que moi, j'ai pu m'entretenir avec des gens qui travaillaient en marge autour du circuit. Et puis, pour me rendre sur le circuit, j'ai pris une navette. Et puis, la conductrice de la navette venait de Québec. Elle avait été appelée il y a 48 heures parce qu'ils ont manqué de monde pour conduire les navettes. Ils ont appelé son entreprise à elle pour engager une trolley de conducteurs, de chauffeurs de la Ville de Québec et à l'extérieur. Tu sais, les food trucks, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est des centaines de millions de dollars de retombées. Les études démontrent autant que, les retombées, est-ce que ça vaut la peine d'entretenir tout ce circuit-là? Ou les retombées sont extraordinaires. Ça peut pas être mauvais. Mais en même temps, c'est un week-end de rêve pour la ville de Montréal. Une fin de semaine par année et c'est de rêve. Là. Il y a ça, puis il y a eu le match en même temps. Il y a eu le match en même temps. Ça amène du monde. D'après moi, trouver une chambre d'hôtel, ça ne devait pas être évident. Ouais. Une très belle course à Montréal. L'an dernier, ça avait été très beau aussi. Cette année, ça avait été très beau aussi. Puis on a une entente jusqu'à 2035. Au minimum. Ce qui est quand même un peu fâchant là-dedans, c'est de constater que malgré l'absence de courses de soutien intéressantes, c'est ça qui arrive. Puis malgré le fait qu'on ait repoussé le départ à 16 heures, parce que il y avait aussi ce week-end-là, les 500 000 d'Indianapolis. Oui. Tu sais, malgré ça, ça a fonctionné. Oui, tous les 3 jours. Puis le spotlight a été mis sur le Grand Prix du Canada à fond de caisse, mais il faut quand même souligner un petit truc. Pendant ce temps-là, Raphaël Lessard gagnait une course de NASCAR du côté de l'Europe sur le circuit Paul Ricard. Il faut quand même le souligner parce que c'est tout un exploit pour notre petit gars du Québec de s'être rendu là-bas avec ses machines, son équipe, puis d'avoir triomphé sur un circuit exceptionnel que celui de Paul Ricard. Alors, puis à la fin, il a fait ses remerciements en français. C'était quand même cool. Là, pour, fait que voilà. Mais bref, la Luce a fait jaser. Le Grand Prix du Canada a attiré beaucoup de monde. Ça sera de retour l'année prochaine. Puis je pense que c'est juste la preuve que il y a beaucoup d'amateurs, pas juste chez nous au Canada, mais des gens qui aiment venir à Montréal pour vivre cette fièvre du Grand Prix du Canada. Certainement pas pour être accueillis à bras ouverts dans un aéroport qui a de l'air de Bagdad. J'y étais encore hier, c'est épouvantable.
C'est épouvantable. Tout est en démolition. Pas en construction, là, en démolition. Je connais pas un aéroport sur la planète qui n'est pas en construction, en démolition, continuellement. Mais à Montréal, c'est particulièrement petit, puis c'est particulièrement difficile. Ouais. Mais en fait, j'ai très hâte de voir le résultat que ça va donner. Mais en attendant, là, on est mêlé. Là, une journée, la navette est à telle place. Le lendemain, on le sait plus. Il faut poser des questions. C'est un foutoir épouvantable. Fait que moi qui est habitué, là, j'imagine pour le touriste qui arrive à Montréal, ça doit pas être facile. Une fois que tu as les fesses dans le taxi, ça va, là. Mais je vais te dire que ça, j'ai trouvé que c'était quand même un pas pire défi. Là. À 2 reprises cette semaine, revenir à Montréal par avion, là, j'ai fait, OK, ça devait pas être Jojo. Parce qu'il y a eu du monde, là. Ouais. Et c'est pas juste des locaux qui étaient là. Il y avait énormément de tourisme le week-end dernier. Ouais. Est-ce qu'on est rendu à notre segment Stellantis de la semaine? Ça se pourrait bien, dites-moi. Je ne crois pas. Je ne crois pas. On va la voir bientôt. Vieux motard que jamais. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, Louis-Philippe, tu voulais nous parler des nouveautés à venir chez Stellantis. Oui, il y a eu des présentations qui ont été faites tout dernièrement dans tous les marques de Stellantis. C'est pas des présentations de véhicules tangibles, mais ce sont des ajouts aux divers marques. Là. On parle chez Chrysler, chez Jeep. On reviendra après tout ce dont on va nommer. Là. Mais notamment du côté de chez Dodge, on devrait ramener le nom GLH. Écoute, qui devrait être accolé à une voiture sportive de quel acabit, on ne sait pas. Mm-hmm. Du côté de chez Ram, évidemment, on attend le Dakota, le Ram Charger, le Ram REV, bon. Chez Jeep, évidemment, le nom Scrambler résonne de plus en plus. Est-ce qu'on va créer une nouvelle camionnette ou une nouvelle génération de Wrangler avec une nouvelle camionnette qui en découle, qui s'appellerait Scrambler? Je pense que c'est ça le plan. Il y a le Rampage aussi. Rampage, absolument. Petite camionnette qu'on devrait venir commercialiser, qui rivaliserait en quelque sorte avec le Maverick. Tout à fait. Et du côté de chez Chrysler, le nom Airflow résonne encore, bien qu'on nous présente un concept, ça fait maintenant 5 ans. Ouais, et le nom Arrow reviendrait aussi. Mais as-tu remarqué une chose dans mon énoncé? Tout ce que je te dis, c'est au conditionnel. Parce que ce qui me fascine chez Stellantis, c'est que tout ce qu'on dit qu'on va faire, on le fait pas. Puis ce qu'on ne dit pas, on te le dompe en plein visage du jour au lendemain. Par exemple... Je sens une légère frustration, je sais pas pourquoi. Non, mais par exemple, on est arrivé avec un Ram Rumblebee avec un 392 MI ou avec un moteur de 777 HP que personne n'a demandé. Et je dis pas que c'est pas cool, mais... Il n'y avait aucun plan de match. Tu as vraiment l'impression qu'ils ont développé ça durant quelques jours fériés. Puis ça a donné le résultat qu'il y a là. On a pris un Ram 1500, on a un petit bois de ratchet. C'est le fun. Là. C'est un produit intéressant. C'est une opération qui est 1000 fois plus réussie que ce qu'a fait, mettons, Ford avec le Lobo, qui est une mauvaise blague. Je pense que ça... Puis il y a quand même un certain travail dans la mesure où c'est une configuration de carrosserie qui est unique. Donc, cabine quad, caisse courte, ça n'existe pas. Ils l'ont fait pour ce modèle-là. C'est fait pour les modèles sportifs. Mais le Ram REV, dont on nous parle depuis la nuit des temps, ça fait, hein. Lui, il n'y arrivera jamais. Là. Faut arrêter de vous mettre la tête dans le sable. Ça n'arrivera pas. T'sais, ça serait très triste. Le Jeep Recon, ça fait 2 années de suite qu'on nous présente au Salon de l'Auto. Est-ce qu'on va le fabriquer? Considérant là, que le Wagoneer S, on a tiré la plug, il est supposé revenir en 2027, mais ça, c'est encore des points d'interrogation. Considérant que la Charger Daytona, on a cessé sa production, on va-tu remettre sur le marché un nouveau véhicule électrique de 90 000 $ que personne n'a demandé? Écoute, ça coûte rien à Stellantis de faire des images avec des véhicules qui ont des toiles dessus pour réconforter les banquiers et les actionnaires pour le moment, puis dire, on est jusqu'en 2030, 2035, on va faire ça, on va faire ça. Pour le moment, les moyens qu'on a,
c'est de prendre des Ram 1500 comme ça puis de mettre des gros moteurs de TRX dedans, puis des gros moteurs à 777 chevaux. On est capable de faire ça, on est capable de faire ça rapidement. Puis tout ce qui va arriver après, ben ça peut changer, c'est pas grave, on peut l'annoncer et le changer plus tard. Ouais, mais regarde, il faut qu'il y ait un lien de confiance qui se fasse. Le problème, c'est que ça fait 15 ans qu'ils font ça. Et que les banquiers, à un moment, vont finir par dire on n'est pas dupes. Et ceux qui vont gueuler, c'est quand même les concessionnaires. Et c'est les clients à la fin, quoi. Tu sais, t'es un concessionnaire, là. Puis là, tu te dis, OK, finalement, ils viennent de sortir un Cherokee hybride. Ça va faire rentrer un peu de monde. Bon, il reste à travailler les plans de financement de location, mais au moins, on a quelque chose pour se partir. Ça va. Et là, on t'annonce qu'on lance un RAM avec un V8 de 700 forces. Un autre bébite à 125 000 que personne ne veut avoir, tu sais. Puis les concessionnaires sont tannés de véhicules comme ça. D'avoir ça. Ils ont perdu 80% de leur clientèle, puis ils savent plus quoi faire pour essayer de vendre leur stock. Ça prend des Cherokee hybrides, là. Ça prend des véhicules de consommateurs, pas des monstres de performance. Puis, tu sais, est-ce que la GLH, ça va être une petite voiture compacte venue d'Europe qu'on va rebaptiser à la sauce américaine? J'ai de sérieux doutes. Tu sais, on n'a aucune idée de quoi il s'agit, là. Mais, tu sais, déjà, là, on constate que la Charger 6-pack, 4-pack à 85 000 $, ça se bat pas aux portes pour en acheter, là. Même si c'est loin d'être vilain, les gens n'ont pas 85 000 à mettre dans une Dodge. Les gens veulent s'acheter un véhicule normal. Et si vous ameniez un petit VUS pour remplacer, par exemple, je sais pas, moi, c'est une mauvaise référence, là, mais pas succéder au Nitro. OK? Ben, OK. Là, il y aurait de la clientèle. T'es beaucoup plus dans le cœur du marché. Il n'y a aucun doute. Là, tu aurais de la clientèle. Reste à pour finir ta référence au Nitro, reste à réussir le véhicule, mais t'es effectivement dans le cœur du marché. On est d'accord. Et surtout du volume. C'est ça, tu sais, du volume pour que ça roule puis qu'on sorte des unités. Tu sais, le Cherokee, c'est une bonne idée. Exploitez-la. Exploitez-la, cette idée-là. Poussez la note un peu plus loin. Faites des promos, faites en sorte que le véhicule se démarque, sortez-la, la version Trailhawk, pas dans 2 ans, là, on la veut là, vite. Faites ça vite. Ouais, Arrêtez de nous parler de muscle car, de monstres, de puissance, de toutes sortes de concepts à 150 000 $ dont les gens n'ont rien à foutre, là. Puis arrêtez d'étirer la donnée minivan. Vous nous faites croire que c'est une nouveauté. Ça fait 12 ans qu'elle est pareille, là. La minivan. Mais il y a un point que je voudrais faire aussi, c'est que dans ce plan-là, il y a des marques qui ont été déclarées globales et des marques qui ont été déclarées locales. Et ça, c'est important de le dire parce que les marques globales vont recevoir l'essentiel des investissements et les marques dites locales... C'est Jeep, Ram, Peugeot et Fiat. Et Fiat, c'est ça. Et donc, les autres marques qui sont Alfa, Maserati, Chrysler, même Dodge, sont considérées comme des trucs locaux et vont avoir des produits moins qui vont récupérer les plateformes des marques principales et puis débrouillez-vous avec ça. Et ou essentiellement, tu vas retrouver un même produit sous différents noms dans différents marchés. C'est ça. Mais est-ce qu'une Citroën pourrait avoir un équivalent chez Dodge en Amérique du Nord? Tu sais, ça se peut, là. Ça m'étonnerait beaucoup, mais techniquement, ça se peut. C'est ça. Déjà, tu regardes les partages de plateformes en Europe, tu reconnais la plateforme tout de suite, même si les lignes sont différentes, tu dis, OK, ça, c'est la même plateforme. Tu prends une 2008, une Corsa, tu prends l'équivalent, je sais plus le nom chez Lancia, tu regardes tous les hardpoints, c'est les mêmes, tu dis, c'est le même char en dessous, quoi. Donc, c'est déjà le cas. Mais je trouve que c'est intéressant de mettre RAM comme une marque globale. En fait, ça, c'est un point intéressant. Jeep, on se doutait parce que l'intérêt, il est vraiment mondial. Pour qu'elle ait des investissements. C'est ça. Ça veut dire que techniquement, effectivement, il va falloir qu'ils descendent en taille pour rendre la marque plus globale. Ça serait dur de dégrossir, là. Je veux dire, on s'entend dessus. À un moment donné, les limites, là, un RAM méga cab, à un moment donné. Mais c'est pour dire, il y a potentiellement des trucs intéressants qui s'en viennent chez RAM. Absolument. En tout cas, à suivre. Mais reste à voir si les babines vont suivre les bottines. Parce qu'on a beau avoir bien des belles intentions, encore faut-il que ça se concrétise. Et jusqu'à date, il y a beaucoup de choses qu'on nous a annoncées qui ne sont pas arrivées et qui n'arriveront pas. C'est ça le constat qu'on en fait. Toyota Lexus
Ça va pas bien dans le monde des grands camions, hein? Oui, tout le monde a des problèmes en dessous du capot, semblerait-il. Tu sais, Toyota, on parle souvent de fiabilité, J.D. Power, mais quand tu parles de Tundra, de Sequoia, bon, là... Ouais. Tu sais, le Tundra, ces camions-là, ils ont des cycles de vie tellement longs. On parlait toujours de la loyauté des acheteurs du côté du Tundra. Puis quand on est arrivé avec le moteur biturbo, on s'est dit, ça a pris tout ce temps-là pour le développer. C'est sûr qu'il va être bon. Au début, ça a bien été. Il n'y avait pas trop de problèmes, etc. Mais là, on commence à avoir des rappels et des problèmes de débris d'usinage dans les moteurs. Et les problèmes de débris d'usinage, ce sont des problèmes aléatoires qui peuvent être arrivés un peu n'importe où dans le moteur parce que l'huile, c'est comme un peu le liquide lymphatique là, d'une personne, là, si on veut. Donc, un débris d'usinage dans le carter va se retrouver dans les arbres à cames, dans la tête de culasse, dans les pompes, etc. Donc, les symptômes qui sont manifestés par ces véhicules-là sont pas toujours les mêmes, de un. Et de deux, souvent, la solution, c'est de remplacer le moteur au complet. Le constructeur n'est pas intéressé à faire ça parce que, justement, ça coûte très, très, très cher. Alors, on met des capteurs, on essaie d'enregistrer des données. Quand un véhicule n'a pas tel symptôme, on ne remplacera pas le moteur. Mais à la longue, il y a des propriétaires qui deviennent mécontents parce que, justement, le symptôme se produit, se reproduit. Et quand on vient chez le concessionnaire, c'est ça. Alors, ça fait beaucoup de mal à une marque comme Toyota qui est reconnue là, pour la fiabilité de ses motorisations. Puis, personne n'est parfait. Puis, non, exactement. Toyota a passé à travers d'autres crises mais aussi. Ce qui m'étonne un petit peu plus, puis c'est vraiment, c'est pas pour taper sur Toyota, mais c'est la deuxième campagne de rappel pour le même problème. Et ça, c'est pas typique vraiment de c'est ça qui arrive quand on engage du staff chez Ford. Mais écoute, la raison pour laquelle... C'est pour dire, c'est pas vraiment typique de la marque. En général... La raison pour laquelle ça arrive, c'est qu'on prend statistiquement combien de véhicules avec ce moteur-là, le problème est arrivé. OK, on va créer le rappel, mais le moteur est dans ces véhicules-là, mais on n'a pas vu beaucoup de problèmes. Fait qu'on rappellera pas ceux-là, ces années-là, etc. Mais on sait très bien, c'est le même moteur, puis c'est la même ligne d'assemblage, puis tout ça, puis ça peut arriver. Puis il y en a des propriétaires de Tundra auxquels il n'y en a pas. Il n'y a aucun problème, aucun débris, quoi que ce soit. Donc, c'est ça, on y va bout par bout. Et on a vu ça dans l'industrie avec les moteurs Hyundai, par exemple, les coussinets de Villebrequin, les bearings de rod, là, pour utiliser le terme francophone, qui s'effritaient puis qui se ramassaient dans le moteur. Et puis, on n'a pas fait un rappel avant un bon bout de temps. On a mis des sondes, des capteurs. On disait, change l'huile, puis voir peut-être si on change l'huile, ça va arrêter. Je comprends le constructeur parce que remplacer des moteurs, c'est très coûteux. Mais à la fin, il faut faire attention de ne pas effriter la loyauté de ses clients. Non, mais je pense que Toyota a un petit peu traîné de la patte, mais bon, ça y est, c'est parti, ils y vont. C'est ça. Chez Volkswagen, maintenant, le niveau de passion vient encore de prendre un coup avec la disparition de la dernière boîte manuelle encore offerte sur la Jetta GLI. Celle-ci ne revient pas en 2027. Écoute, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette nouvelle-là. C'est... Pouette, comme les autres. C'est vrai. C'était, tu sais, la boîte manuelle, on se le dit, on se l'est dit dans le passé, on va se le redire encore. C'est pas viable pour un constructeur de continuer à les faire. Il n'y a pas assez de produits qui les utilisent. On nous dit tout le temps, il y a seulement le take rate, là, c'est 10% de la GLI, c'est quand même un peu plus élevé, mais. Un peu plus élevé, mais du côté, tu sais, pour les autres boîtes manuelles. Donc, en ces temps de rigueur financière, surtout par exemple chez Volkswagen, on peut pas se permettre d'avoir des petits plaisirs comme ça. Non, puis faudrait surtout pas avoir de fun chez Volkswagen. Non, puis même de toute façon, face aux législations de plusieurs pays où vraiment, chaque gramme de CO2 émis contre. Oui, mais ça, c'est du côté de l'Europe. Là, on n'est pas en Europe. Oui, mais si la Jetta, c'est une voiture nord-américaine. J'entends bien, mais à un moment, continuer à produire une boîte pour un pays, pour un secteur, un marché, pour un seul marché, aussi grand soit-il, à un moment, il y a aussi une réalité économique derrière. Et puis, j'ai pas vu la provenance de cette boîte-là plus spécifiquement, mais elle est peut-être faite ailleurs parce que la situation des tarifs a affecté cette ligne d'assemblage-là. Donc, ça valait plus la peine financièrement. Comme tu l'as dit, il y a toutes sortes de facteurs. Ouais. Bon, Lotus
Vous savez à quel point j'aime la Emira. C'est vraiment une voiture que je considère sous-estimée, méconnue. Ben là, on lance une version 420 Sport, plus puissante, plus légère aussi. Bon, on perd évidemment le V6, la boîte manuelle. Là, c'est une combinaison mécanique qui me parle un peu moins. Ouais. Mais côté performance, ça risque d'être quand même intéressant. Écoute, c'est quoi la citation chez Lotus? C'est Light is right. Ouais, light is right, ou bien simplify and add lightness. Exactement. Alors, c'est ce qu'on fait de le mieux chez Lotus. Ben, on ne l'a pas fait avec le Electré, là. Non. Ouais, mais c'est pas simplify and add lightness. Mais la Emira 420, c'est le 4 cylindres 2 litres turbo-compressé qui est très performant. Fiabilité, on reviendra. Moteur Mercedes. Moteur Mercedes, ouais, exactement. Un moteur plutôt complet. 414 chevaux, 369 livres-pieds de couple. C'est 14 chevaux et 15 livres-pieds de plus que la turbo régulière, si on veut. Mais on a enlevé 25 kg un peu partout dans le véhicule. On a 25 kg de plus d'appui. On a des amortisseurs multimatiques fabriqués au Canada. Bon, il y a des ensembles là, pour avoir ces trucs-là, mais essentiellement, c'est ce véhicule-là. Plus léger, plus aérodynamique, plus puissant. Puis c'est cool de voir ça, de sortir chez Lotus. Sérieusement, juste regardez ça. Une belle voiture, légère, dédiée au plaisir de conduire. C'est Lotus, là, c'est ça. Là, on l'a là, avec ça ce fait véhicule, du bien de parler autre chose que de VUS ou de char électrique une fois de temps en temps. Puis, tu sais, ce que j'aime, c'est que pendant que Porsche retire du marché les 718 Cayman et Boxster, ben Lotus persiste et signe et va assurément aller chercher des parts de marché parce que les Porschistes, même les plus puristes, auront plus rien à se mettre sous la dent et ne voudront peut-être pas faire le saut vers une 911 à 250 000 $. Et une alternative intéressante pour la moitié du prix, c'est une Lotus Emira. C'est 125 000. Vous allez dire, c'est quand même encore beaucoup d'argent, mais c'est une sacrée machine pour ce que tu paies dans le monde de la performance à la limite de l'exotisme. Là. Et ça se distingue beaucoup. C'est différent. Quand tu achètes ça, puis tu arrives à... Il n'y en a pas tant que ça. Quand des Cayman puis des Boxster, bon, OK, oui, mais il y en a. Mais un truc qui m'impressionne, je veux le souligner parce qu'il faut quand même en parler, c'est pas une voiture qui va être nécessairement très facile à vendre sur le marché d'occasion, mais malgré tout, c'est une voiture qui va garder une bonne valeur. Comment expliquer ça? C'est, bon, tu as un petit bassin d'acheteurs pour des produits comme ça, mais les gens comprennent que si tu en veux une neuve, ben, tu vas payer 125, 130, 135, plus les taxes, plus les frais, plus tout ça. Alors, le modèle qui est légèrement usagé, qui a 15, 20, 25 000 km, ben, il n'a pas perdu 50 % de la valeur, il en a peut-être perdu 15. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est ça, le choix est assez restreint. Alors, c'est intéressant de constater que ces voitures-là gardent une bonne valeur, comme c'est le cas aussi avec une Cayman Boxster. Là. Mais dans ce créneau de véhicules-là, où il y a peu d'offres, ben c'est vraiment, vraiment un beau constat. Fait que je pense que Lotus est en train de vraiment regagner ses lettres de noblesse. Là. Puis je te parle même pas du Electré, là, qui est une autre dimension de marché complètement. Mais ça, je trouve ça intéressant. Pajero, là, ça commence à se concrétiser chez Mitsubishi. Oui, on a ramené, on a une photo là, que Mitsubishi a publiée durant une rencontre avec les actionnaires. Et puis, on veut ramener Pajero qui était commercialisé chez nous sous le nom de Montero, vous vous rappelez de cet utilitaire-là. Ben là, on veut ramener ça. Ça va être un utilitaire, évidemment, sur châssis en échelle pour rivaliser avec tous les utilitaires robustes. Bon, les Xterra, Forerunner, Bronco, exactement. Bâti sur le châssis de la petite camionnette Triton qui est commercialisée ailleurs dans le monde. On n'a pas de confirmation que ça va être commercialisé ici sous le nom de Montero ou pas, ou oui ou non. Le marché nord-américain, c'est trop intéressant pour pas que ça le soit. Là. Fait que, puis Montero, on l'a non ici en Amérique du Nord. On va avoir également une camionnette intermédiaire qui va être assemblée éventuellement en même temps que la nouvelle génération du Nissan Frontier. On n'a pas le nom de ce véhicule-là à date, mais il y a des petites affaires qui se trament chez Mitsubishi, puis ça va faire du bien. On pourrait ramener le nom Raider, par exemple. On pourrait ramener le nom de la camionnette Raider, qui serait cette camionnette-là serait l'héritière spirituelle, là, si on veut. Là, en fait, ce qui est assez particulier, c'est que si on recule un peu plus loin, on vendait la camionnette Mitsubishi aux États-Unis sous le nom de Mighty Max. Au Canada, on est arrivé ici avec le Ram 50 et le Raider, c'était un Dodge Raider qui était essentiellement un Mitsubishi Montero ou un Pajero du côté de l'Europe. Le nom Raider
a été récupéré par Mitsubishi en 2005, alors que Mitsubishi commercialisait à cette époque-là un clone du Dodge Dakota, qu'on appelait Mitsubishi Raider, mais juste aux États-Unis. Est-ce que le constructeur Mitsubishi a encore la main mise sur cette nomenclature-là? C'est la question, mais les rumeurs sont fortes à cet effet-là. À suivre, on verra. Oui, il y a une panoplie d'autres modèles aussi, là, mais on ne nous a pas donné plus d'informations que ça. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui a de l'impact. Là. Je vais prendre quelques instants maintenant pour vous montrer des images auxquelles j'ai pu assister hier. En fait, j'étais du côté de Rookersville, en Virginie, là où se trouvent les studios de l'IIHS. Donc, un endroit, évidemment, où on fait des tests de collision multiples. De véhicules de grande série, là, vous ne verrez pas de crash test de Bentley Bentayga ou de Lotus Emira, ça n'arrivera pas. On fait des crash tests de véhicules de grande série. Lorsque le véhicule arrive sur le marché, 70 à 80 véhicules par année sont accidentés, ou 70 à 80 modèles sont accidentés sous différentes formes. Puis après ça, on va faire des tests complémentaires avec des modèles soit légèrement usagés ou soit des neufs, mais parce qu'on va aller chercher une information supplémentaire. Ce qu'on a testé hier, le crash test qu'on a effectué, c'est une collision frontale partielle sur 40% de la surface de la partie avant à une vitesse de 40 000 à l'heure, donc 64 km/h, avec un Mazda CX-5 2026. Et c'est Mazda qui nous a invités à aller assister à cet accident-là. Les images que vous voyez en ce moment, ce sont ce à quoi on a pu assister. Moi, j'ai été... Bon, évidemment, faut être dans le local pour réaliser à quel point ça fesse fort et tout se passe très rapidement. Moi, j'ai été là sur la passerelle en haut. Tellement plus impressionnant en vrai que en vidéo, en photo. Absolument. Mais c'est vraiment... Ça ne rend pas compte. Ça rend pas justice. Non, exactement. Ça rend pas justice. Faut que je te corrige parce que c'était pas un accident, c'était prévu. Oui, c'était pas mal prévu. Puis c'est de voir comment, tu sais, tout est programmé, tout est calculé, c'est fait avec une minutie. Les ingénieurs qui sont là-bas sont hyper spécialisés. Moi, je savais pas ça, mais un crash test dummy, ça coûte $250,000. Il y a des senseurs là-dedans, ça demande un entretien. Bon, à la blague, je disais que ça coûtait quand même moins cher que mon fils. Mais c'est très, très cher, un crash test dummy, et ça a une durée de vie. Alors, il faut les remplacer, il faut les entretenir. Et c'est à l'IIHS l'élément qui coûte le plus cher en entretien et en développement et en achat. Le plus gros budget est mis sur ces crash tests dummy-là à chaque année. Puis, il faut savoir que l'IIHS achète chacun de ces véhicules. Donc, on a des budgets qui sont phénoménaux pour l'achat de véhicules, mais ça coûte encore plus cher pour les crash tests dummy pour aller chercher des résultats multiples là-dessus. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'ils achètent les véhicules sans que le constructeur sache où est-ce qu'ils vont acheter le véhicule. Exactement. Et ça, c'est random dans un concessionnaire. Très important. Justement pour garder ça sans conflit d'intérêt. Il n'y a pas de véhicule fignolé, machin. C'est quelqu'un qui rentre dans un concessionnaire qui achète le véhicule. Je vous donne l'exemple. La plupart du temps, eux vont faire des tests de façon aléatoire. Ce sont leurs choix. Mais puis évidemment, tout ça, c'est financé par des regroupements de compagnies d'assurance multiples. Mais dans le cas du Mazda qui était là, c'est Mazda qui nous avait invités à aller assister à un crash test. À la demande de Mazda, ils ont effectué un crash test sur le CX-5 avant que eux entreprennent la chose. Et eux ont dit, parfait, ça va vous coûter tant. On va faire le crash test, mais nous, on va aller chercher le véhicule à un endroit qu'on ne vous nommera pas. On va vous donner la facture et vous allez la payer. Alors, c'est comme ça qu'ils ont procédé. Puis, si vous regardez les images, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, vous allez constater que, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'à 40 000 à l'heure, donc à 64 km/h, le véhicule frappe le muret de plein fouet. Le pare-brise ne casse même pas. Mais tu sens l'énergie transférée. En fait, tu vois l'énergie transférée jusqu'au pilier B à l'arrière. Le pilier B a tordu. Donc, la caisse a absorbé le choc jusqu'à l'arrière complètement. Si vous regardez en ce moment, là, vous voyez que ça plie là, au fond. Là. C'est vraiment impressionnant de voir comment on réussit aujourd'hui à créer des espaces d'absorption pour protéger les occupants d'un véhicule. Et ce qui est important, et c'est d'autant plus remarquable que
c'est un test décalé à 50%. C'est pas un pur frontal. C'est-à-dire que toute l'énergie du choc est disséminée sur un seul côté de la voiture. Oui, 40%. Et voilà. Et pas sur l'ensemble de la voiture. C'est-à-dire que là, en fait, et c'est beaucoup plus réaliste, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire ça il y a quelques années, mais c'est de se dire, non seulement, maintenant, les véhicules sont beaucoup plus sécuritaires, mais ils n'absorbent toute cette énergie que d'un côté. Exactement. Donc, évidemment, on n'a pas les résultats du CX-5. Ça va être dévoilé dans plusieurs mois. Je pense que ça augure bien parce que les ingénieurs semblaient être positifs. Puis bon, on nous a pas fait venir là-bas pour nous montrer un véhicule qui montrait des défaillances. Ouais, on était mais j'ai été surpris. On m'a montré des résultats. Par exemple, le Ford Expedition de dernière génération a échoué un paquet de tests. Tu te dis, c'est bâti comme un F-150, ça doit être aussi efficace qu'un F-150. Ben non, ils ont coupé à des endroits, ils ont cheapé à certains endroits. Puis il y a aussi et ça donne des résultats médiocres. Le résultat, comme on parle d'écrasement un peu des matériaux puis d'absorption d'énergie, le résultat, si le véhicule a l'air correct, c'est pas nécessairement que c'est un bon résultat. Ah non. Le dummy à l'intérieur, tout l'ordinateur qui est à l'intérieur, qui calcule s'il s'est transféré au crash test dummy. C'est ça le but. Ben là, c'est là qu'on voit que le résultat il est peut-être pas bon. Puis si le véhicule écrase pas, puis ça transfère cette énergie-là vers les passagers, c'est ça qu'on veut pas. Là, non. Mais c'est d'ailleurs pour ça, pour revenir là où tu allais, et c'est pour ça que les crash tests dummy coûtent aussi cher, c'est que les capteurs d'accélération doivent être extrêmement précis. Ouais. Ça demande des calibrations de dingue. Puis sans compter que ça prend... Et puis ils morflent les crash tests dummy. Là, tu te prends pas 1 ou 2 G dans la face. Là, tu te fais sérieusement ramasser. Puis à un moment donné, ils prennent leur retraite là, parce que c'est trop d'impact. Oui, mais ils en ont. Puis c'était fascinant parce qu'ils en ont pour des hommes de 250 livres, pour des femmes de 120 livres, pour des enfants. Ils ont toutes sortes de... C'est ça. Fait que j'ai même posé la question, est-ce que vous avez des crash tests dummy qui sont... par exemple, programmés comme s'ils étaient sous l'influence de l'alcool, des médicaments, d'une drogue. Okay. Ça, ils ne le font pas parce que ça existe ailleurs dans le monde. Il y a des compagnies qui font ça. Ça, c'est intéressant. Des dummies qui sont, disons, pré-affectés, donc qui n'auraient pas les mêmes réflexes, si tu veux. Wow. Mais eux ne font pas ça là-bas. C'est quand même intéressant. Ouais, il y a toutes sortes de trucs. Puis ce que j'ai trouvé très cool, c'est que quand tu arrives là-bas, faut quand même que je vous montre ces images-là. Je pense que le crash test le plus connu à travers la planète, c'est ce fameux test qu'on a fait en 2009, un face-à-face entre une Chevrolet Malibu 2009 et une Chevrolet Impala de 1959. Je pense que c'était une Impala, mais c'est une 59. Une Chevrolet 59 pour souligner 50 ans d'écart de construction, 50 ans d'évolution automobile, dans le fond. Et ils ont fait un face-à-face entre ces deux véhicules-là. Vous irez voir ça en ligne, c'est partout sur YouTube ou sur le site de l'IIHS. Et tu sais, on nous revenait avec la phrase classique, dans le temps, c'était fait solide, dans le temps, c'était fait solide. Ben, c'est là que tu réalises que il y a eu toute une évolution qui a été faite au fil des décennies sur la sécurité des voitures et sur la protection des occupants. Cette Chevrolet-là, évidemment, il y avait zéro chance de survie. Ah non, absolument. Dans une 59. Et c'est pas juste la déformation de la voiture, pour ceux qui nous voient en vidéo, qui est très impressionnante, on a vu la photo, mais c'est la décélération que les gens à l'intérieur prennent. C'est empalé sur le volant. C'est écrasé par la voiture. Tout le coup. Tu prends tout. Tout. Et c'est pas juste l'état de la voiture. C'est vraiment, tu sais qu'à l'intérieur, les gens qui sont là-dedans sont morts. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Et tu regardes la Malibu 2009 qui est un peu plus belle déjà à l'extérieur, mais tu comprends que il y a les coussins gonflables, les prétensionneurs de ceinture, les zones de déformation. Et en fait, c'est très impressionnant de voir l'état structurelle qui est demeurée pas intacte, mais qui est quand même encore toute là. C'est-à-dire qu'en fait, ça a l'air toujours impressionnant en crash test parce que l'avant est fait pour se déformer. C'est ça. Sa job, c'est d'absorber l'énergie, c'est de se déformer. La cellule centrale, là où sont les passagers, sa job, c'est de pas bouger. C'est ça. Avant, tout était traité de la même façon. Donc, c'était, ça se déforme comme ça se déforme, puis on s'en fout. Et en fait, maintenant, c'est ça. Et tu rajoutes tous les systèmes de sécurité actifs. Et là, quand on voit la photo de la Malibu, tu te dis, c'est pas possible, on s'en sort pas. Les gens qui étaient dans la Malibu s'en sont sortis vivants. Oui, absolument. Puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que
on nous a montré plusieurs exercices là-bas, plusieurs véhicules. Je n'ai pas les photos avec moi, mais je vous donne par exemple l'exemple d'un Kia Sportage de 2008. On a fait des tonneaux avec ce véhicule-là. Mm-hmm. Le toit a été complètement écrasé. Ouais. OK? On a fait le même exercice avec un Tiguan 2009 et le Tiguan avait à peine de petites égratignures. Ben, donc, la rigidité structurelle de la caisse du Tiguan était nettement supérieure à celle du Sportage. Et les gens n'ont pas idée à quel point d'un véhicule à l'autre, il peut avoir des écarts considérables. Évidemment, plus les années avancent, plus l'étau se resserre parce que tout le monde arrive avec des véhicules de plus en plus sécuritaires. Les constructeurs ont aussi appris à tricher, si bien que on ne va pas bâtir nécessairement un véhicule de la même façon du côté gauche que du côté droit, sachant qu'on fait toujours les tests d'un côté versus l'autre. Ça, c'est vrai qu'il y a eu des scandales. Et il y a eu de la tricherie. Et on m'a nommé beaucoup de véhicules Ford, notamment, qui avaient failli à certains exercices parce qu'on les avait pris par surprise. Oui, mais vous faites toujours vos tests de ce côté-là. Ben oui, mais cette année, on le fait de l'autre bord. Oui, mais les accidents, ils arrivent de tous les côtés. Ben, c'est ça. Non, mais c'est l'idée. J'ai trouvé ça vraiment ici et là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais ils ont beaucoup de véhicules d'archives. Pour finir ton point, sur les retournements, si vous vous demandez pourquoi aujourd'hui la visibilité dans les véhicules est très problématique, bah c'est ça la raison. C'est d'avoir des montants de plus en plus forts, de plus en plus costauds, et de faire en sorte que si tu fais des tonneaux, bah aujourd'hui, il y a encore 15-20 ans, tu faisais des tonneaux, c'était mal barré pour toi. Aujourd'hui, tu peux t'en sortir, là, puis tu peux même sortir de ta voiture après le tonneau, là. Ben, tu sais, il y a des voitures décapotables qui sont capables. En fait, ce qu'on m'expliquait là-bas, c'est que pour un test de rollover, donc de capotage, la réglementation américaine disait que le toit d'un véhicule devait être capable de supporter 2 fois la masse nette du véhicule. Ce qu'on s'est rendu compte à l'IIHS, c'est que c'était pas suffisant parce que, tout dépendant de la situation, un poids 2 fois supérieur, en fait, un toit capable de supporter 2 fois le poids du véhicule pouvait s'affaisser très sérieusement. Oui, avec l'accélération qui donne... Voilà. Ce que le Tiguan 2009, qui est là-bas en exposition, démontrait, c'est que ce véhicule-là avait été conçu pour être capable de prendre 4,5 fois son poids au niveau du toit. Donc, c'est Volkswagen qui l'a conçu comme ça sans même qu'on leur demande. Et c'est le jour et la nuit. Donc, aujourd'hui, pour qu'un véhicule passe le test à l'IIHS, il faut qu'il soit capable de supporter 4 fois son poids. Wow. Mais à l'époque, les normes américaines, c'était 2 fois. Donc, puis évidemment, plus les années avancent, plus les tests sont de plus en plus rigoureux et plus l'obtention d'un Top Safety Pick Plus, par exemple, est difficile à obtenir parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes normes aujourd'hui qu'on avait il y a 15 ou 20 ans. Donc, chaque fois... Et il y a les phares là-dedans, la visibilité. On teste l'efficacité des phares jusqu'à l'éblouissement des phares du véhicule qui va se croiser, les systèmes de conduite semi-autonomes. Il y a un paquet de trucs qu'on va tester comme ça. Beaucoup d'impacts latéraux. Ce qu'on nous dit, c'est que 25% des accidents sont des collisions latérales. Si ma mémoire est bonne, c'est autour de 20% des décès qui sont causés par des impacts latéraux aux États-Unis, dans des collisions. Ça se peut. Alors, c'est quand même... j'ai ça, si vous me donnez 30 secondes, j'ai ça dans mes notes ici, parce que là, je commençais à plus m'en souvenir. Mais 25%, ce sont des accidents latéraux. Et puis, en fait, il y a au milieu des années 2000, c'était environ 10 000 décès causés par des accidents latéraux aux États-Unis, des collisions latérales. Aujourd'hui, on a réduit ça de moitié. Alors, mais il y a encore 40 000 décès sur les routes américaines à chaque année. Je parle évidemment juste des États-Unis, mais ça donne une idée à quel point on n'est pas sorti du bois et qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Fait que c'est vraiment une expérience intéressante d'aller voir ça. Merci aux gens de Mazda de nous avoir fait vivre cette expérience-là. On verra quel sera le résultat, évidemment, bien sûr, mais c'est surtout de voir comment tout ça est fait et que c'est un organisme complètement indépendant. Oui, ça c'est important. Sortir ses propres résultats. C'est important de le dire, ça, parce qu'il y a la NHTSA aussi qui fait ses tests. Mais eux sont davantage dans le crash frontal à 100%. C'est ça. Alors que l'IIHS sort des résultats beaucoup plus
diversifié, disons ça comme ça. Puis NHTSA, c'est gouvernemental aussi. Là, donc, Mais bon, regarde, mais ce qui est quand même important, c'est de souligner l'impact de ces organismes-là, qui sont pas juste là aussi pour taper sur les constructeurs, dire vous êtes pas des mauvais, vous êtes des mauvais élèves, etc. Ils sont là aussi beaucoup pour collaborer avec eux. Puis c'est un vrai travail de fond. Là, l'objectif, c'est au final, c'est de sauver des vies. C'est ça. Non, mais je veux dire justement, c'est que ils ont la bonne approche. Voilà. Alors, au retour, on vous parle des essais de la semaine Volvo EX60 et la Lexus ES de nouvelle génération.